Madame, Monsieur, bonsoir. Cette édition de 20 h a été réalisée par des journalistes, techniciens et personnels non grévistes de France 2. Je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal avec ce dénouement heureux, une vraie bonne nouvelle. Les 7 spéléologues, après 10 jours bloqués dans le gouffre des Vitarelles, ont été retrouvés tous en bonne santé. Voici ce qu'a déclaré sur place l'un des sauveteurs, un premier bilan de leurs conditions physiques. Nous l'écoutons. Donc 2 des rescapés, je dirais, sont venus à la rencontre de nos sauveteurs. Les 4 autres attendaient patiemment, les 5 autres attendaient patiemment. Tout le monde va très bien et ils attendent qu'on mette en place tout le dispositif pour les alimenter un peu au niveau nourriture, au niveau éclairage, les remettre en forme et ensuite on pourra entamer la phase de remontée. Revenons à présent sur cette journée, des moyens exceptionnels mis en œuvre pour tenter de rejoindre ces 7 hommes bloqués par la montée des eaux depuis la semaine dernière. On sait que l'avancée des équipes de secouristes s'est faite plus lentement que prévu, avec des moyens de forage sans précédent. L'hypothèse des sauveteurs était la bonne. Les spéléologues s'étaient bien réfugiés dans une salle baptisée la clé de voûte. C'est par un conduit ouvert dans la nuit, par un ultime forage, que les secouristes ont pu entrer en contact avec les naufragés. Ils devraient remonter un pic de 90 mètres de hauteur et emprunter un boyau artificiel de 38 mètres de haut sur 60 cm de diamètre, creusé à l'aide d'un treuil mécanique. On imagine aisément le soulagement des familles et la joie des secouristes. Rejoignons maintenant en direct par téléphone Monsieur Pascal Vautier, qui est le président de la Fédération française de spéléologie. À ce titre, comme d'autres spécialistes, monsieur, vous faisiez partie de la cellule de secours. Comment allez-vous procéder pour faire remonter à la surface les 7 hommes? Eh bien écoutez, dès qu'ils vont avoir été auscultés, finis d'ausculter par le médecin spéléologue qui est à leur côté en ce moment, qui nous a confirmé que leur état de santé était tout à fait valable, ils ne souffrent notamment pas d'hypothermie, nous envisageons donc de les faire remonter par la corde. Ils vont remonter comme tout spéléologue. Nous avons bien entendu, pour pouvoir les sécuriser, mis en place une deuxième corde à côté de la corde qu'ils vont employer, ce qui permettra à un sauveteur de remonter à côté de chaque spéléologue jusqu'à la surface. Alors sur le plan médical, comment ces hommes qui doivent être fatigués, sans doute épuisés, vont être soutenus? Alors, ils vont être soutenus, ils sont déjà soutenus sur place dans le gouffre par une équipe médicale qui s'est rendue à leur chevet, et une deuxième équipe médicale va les prendre en charge dès leur arrivée à la surface pour les emmener en centre hospitalier pour pouvoir leur donner tous les examens et tous les soins nécessaires. Quelles leçons tirez-vous de cette aventure qui, fort heureusement, s'est bien terminée en un mot? Eh bien, en un mot, je félicite l'École française de spéléologie qui édicte d'excellents conseils et d'excellentes formations. Et puis, bien entendu, je renforcerai tous les moyens à mettre en œuvre pour aider les bénévoles du Spéléo-Secours français de la Fédération dans leur travail et dans leur mission. Avec nous sur ce plateau, Jean-Paul Couturier, vous êtes l'un des responsables du Spéléo Secours français. À ce titre, heure par heure, vous avez suivi la progression des secours. Alors on a un peu le sentiment ce soir que l'expédition en elle-même était relativement classique, reste que les moyens mis en œuvre sont tout à fait exceptionnels. Oui, tout à fait. C'est effectivement l'opération au cours de laquelle on a utilisé les moyens les plus importants. Habituellement, en fait, on n'a pas la possibilité d'utiliser des moyens aussi importants parce que c'est en montagne, dans des coins complètement inaccessibles. Or là, dans ce camp militaire, on avait beaucoup de possibilités. Alors revenons peut-être d'abord sur les difficultés qu'ont rencontrées les hommes, les 7 spéléologues. Est-ce que vous avez été inquiet pour eux? Est-ce qu'ils avaient les moyens de tenir, de survivre? Alors, en fait, on avait, disons, 90% de chances de les retrouver vivants. Il y avait toujours cette inquiétude pour les 10 derniers pourcents. Normalement, la crue ayant eu lieu dans une nuit, ils étaient censés être en train de dormir au bivouac et donc en toute sécurité. Et c'est pour ça que nous avions totalement confiance. Alors côté secours maintenant, l'immense difficulté, je crois, c'était de remonter ces eaux en crue, ces eaux très violentes. Voilà, exactement, le gros problème c'était ça. Les sauveteurs faisaient face à un torrent en furie qui se trouvait sous terre. Donc ils ne pouvaient pas passer dans l'eau
Et pour passer en hauteur, c'était complètement recouvert de boue due à la crue. Et donc il fallait avancer mètre par mètre en plantant des chevilles, des pitons. Et donc en fait, il fallait avancer de 2 km, mètre par mètre. J'imagine que comme Lionel Jospin, par exemple, ce soir, vous rendez hommage au travail des secouristes, à leur courage. Ah oui, tout à fait. Les sauveteurs s'entraînent toute l'année bénévolement pour pouvoir un jour, par solidarité, aider leurs copains qui éventuellement vont se retrouver coincés. Et donc effectivement, on peut rendre hommage à tous ces gens qui normalement font tout un travail dans l'ombre et totalement inconnus du grand public. Alors on connaît désormais un peu plus, en tout cas, l'identité de ces 7 hommes. D'après ce que je sais, leur âge, en tout cas le plus jeune, avait 19 ans, le plus âgé 54. Il était descendu avec son fils et son neveu, cet homme de 54 ans. Est-ce que vous en savez davantage sur qui sont ces hommes? Ces hommes, ce sont des spéléologues du groupe du club spéléo du village d'à côté. Donc en fait, cette grotte-là, c'était vraiment la grotte qu'ils connaissaient le mieux et c'était eux qui connaissaient cette grotte le mieux. Donc en fait, ils avaient toute possibilité de prendre toutes les précautions, de découvrir le premier indice de la crue et se cacher, se mettre à l'abri dès qu'il y avait le moindre indice. Donc de ce point de vue-là, ça justifie notre optimisme. Ils ont pu accéder à un terrain militaire, il faut être pistonné pour ça? Disons qu'il faut des autorisations, on les demande longtemps à l'avance et puis quelquefois on ne les obtient pas ou la météo n'est pas bonne ou bien il y en a un d'entre les spéléos qui ne peut plus venir, donc c'est très compliqué effectivement. D'une manière générale, on a un peu l'impression que la spéléologie c'est un sport amateur. Alors est-ce que c'est exact? Il y a peu de professionnels? C'est totalement amateur. Les seuls professionnels sont ceux qui vont encadrer les jeunes dans une colonie de vacances par exemple ou des gens un peu plus, des adultes dans une randonnée souterraine comme d'autres vont faire des randonnées en montagne. Est-ce que vous pensez que c'est une discipline dans laquelle on prend de plus en plus de risques? C'est un peu nous le sentiment que l'on a. Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, les spéléologues, et donc comme le disait le président de la fédération, on fait bien passer ce message, tous les spéléos savent qu'au fond d'une grotte, on est totalement isolé et que 9 fois sur 10, les seuls moyens qu'on a pour s'en sortir, c'est soi-même. Et donc, dans 9 cas sur 10, les spéléologues vont sortir eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas prendre de risques parce que de toute façon, dès qu'il arrive quelque chose, c'est une semaine de secours. Enfin bon, j'exagère parce que la dernière fois où il y a eu une semaine de secours, c'était il y a 5 ans. Et la dernière fois où il y a eu un secours important dû à une crue. Une toute dernière question, oui. Très rapidement. On a bien mesuré les difficultés. Il doit y avoir un formidable plaisir, une immense ivresse de descendre. Vous-même, vous êtes spéléologue. Faites-nous ça partager en quelques mots. En quelques mots, c'est découvrir des beautés, c'est découvrir un monde qui n'existe pas encore. Et surtout, la grotte Chauvet n'existerait pas sans les spéléologues. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'actualité de ce dimanche, marquée par l'offensive de la neige dans le sud de la France depuis hier après-midi. En fin de journée aujourd'hui, l'autoroute A7 était toujours fermée à la circulation dans les deux sens et 1 millier de poids lourds bloqués autour du secteur de Montélimar-Loriol formaient des bouchons d'une longueur totale d'une dizaine de kilomètres. L'armée avec des engins de levage s'affaire et tente de retirer un par un ces camions, une opération qui prendra encore plusieurs heures. Depuis hier après-midi, situation particulièrement difficile pour ces automobilistes qui ont été pris au piège dans la vallée du Rhône, des naufragés de la route qui ont été accueillis cette nuit dans des centres d'hébergement ou chez l'habitant. Plusieurs milliers de voitures ont été prises au piège. Alors même si le plan de neige était en place, on a laissé entrer sur l'autoroute des voitures qui se sont accumulées alors que les bouchons étaient déjà gigantesques. De nombreuses communes ont été privées d'électricité. En Provence, dans le Vaucluse, 40 à 50 000 foyers ont été touchés par ces coupures de courant. Enfin, des chutes de neige ont perturbé le trafic ferroviaire. La voie ferrée entre Houbagne et Cassis a été coupée en fin de matinée en raison de chutes d'arbres. Le trafic devrait redevenir normal dans les heures qui viennent. À l'heure qu'il est, toutes les voitures bloquées ont été dégagées, mais c'est la deuxième fois dans ce même secteur de la Drôme que des automobilistes se retrouvent totalement pris au piège, comme en janvier 97 où 5000 voitures avaient été immobilisées. Du coup, un début de polémique s'est engagé qui met en cause les pouvoirs publics qui n'auraient pas su prévenir cette pagaille. Écoutons en tout cas ces témoignages recueillis sur le vif, colère et indignation de ces automobilistes. On n'a pas vu une déneigeuse, on n'a pas vu un gendarme, on vient de les voir à peine au péage de Montélimar. De Montélimar, le premier gendarme au péage de Montélimar. Ça fait quand même pratiquement 12 heures qu'on est coincé. Ça neigeait à Valence, mais à Valence, il n'y avait pas d'indication au péage, ils nous ont pas dit, moi j'ai demandé s'ils pouvaient s'y mettre, et ils nous ont pas dit, et 20 km après, on était coincés. Faut reculer, et après vous prenez sortie d'Oriol, ok? On essaye de ruser un peu, quoi, savoir, se dire, peut-être que celle-là va être chassée, ou bien celle-là, bon, je sais pas, on va voir.
Moi, je trouve que c'est catastrophique, à notre époque, de se trouver bloqué 6 heures sur l'autoroute et qu'on n'ait rien fait au départ. Maurice Papon a été hospitalisé ce matin à l'hôpital Cochin à Paris à la suite d'un léger malaise. Il devrait y rester 48 heures pour observation. L'ancien haut fonctionnaire de Vichy, je vous le rappelle, purge une peine de 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. L'actualité politique avec le congrès fondateur du mouvement de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. L'ancien ministre de l'Intérieur a été élu à une très forte majorité, président du Rassemblement pour la France, comme on s'y attendait. Arnaud Boutet et Gilles Beruzon. Les militants semblent un peu décontenancés. Le jour est solennel. Pour la première fois, ils votent à l'aide de petits boîtiers électroniques. La charte, les statuts, ainsi que la direction du tout nouveau RPF. Pas de surprise, Charles Pasqua président et Philippe de Villiers vice-président. Mais si l'élu de Vendée affiche un si grand sourire, c'est qu'il vient également d'imposer sa ligne politique face à certains amis de Charles Pasqua. William Abitbol, Henri Guénaud et quelques autres veulent tendre la main aux électeurs de gauche, mais aujourd'hui, c'était cap à droite. Avant de rassembler nos adversaires, il faut commencer par rassembler notre camp. Et notre camp, c'est le camp de la droite nationale, sociale et populaire. C'est là, sur cette base-là, que se fera le grand rassemblement pour la France. 5000 militants et sympathisants de droite. Et dans la salle, quelques têtes connues, comme Jean-Marc Varraud, l'avocat de Maurice Papon. Philippe de Villiers monte à la tribune et donne sa définition de la France qu'il aime. Le Rassemblement pour la France n'a pas peur de dire la France que nous aimons. La France que nous aimons, ça n'est pas celle dans laquelle les dealers et les récidivistes tiennent le haut du pavé. La France que nous voulons, c'est celle dans laquelle la peur aura changé de camp. Il y a 23 ans, Jacques Chirac crée ici le RPR. Aujourd'hui, son ancien compagnon Charles Pasqua commet ce petit lapsus. Mes chers amis, vous êtes venus au congrès fondateur du RPR, du RPF. Ah oui, je me rajeunissais de 23 ans. La souveraineté de la France, une priorité pour le RPF. Charles Pasqua propose plusieurs réformes pour l'imposer. La première réforme consistera à faire inscrire dans notre Constitution, par une simple modification de l'article 89, que tout projet portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ne peut être approuvé que par un référendum du peuple français. Charles Pasqua et Philippe de Villiers veulent maintenant attirer les déçus du RPR et prennent date pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles. Venons-en à l'élection à la présidence du RPR pour le deuxième tour qui se déroulera le 4 décembre prochain. 2 candidats restent en lice. Jean-Paul Delevoye, sénateur du Pas-de-Calais, candidat soutenu par l'Élysée, et Michel Alliot-Marie, député des Pyrénées-Atlantiques. Jean-Paul Delevoye est arrivé en tête du premier tour avec 35% des suffrages, tandis que l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports a obtenu 31,1% des suffrages. Au total, sur les quelques 80 000 militants gaullistes appelés à se prononcer, un peu plus de 50 000 ont voté, soit un taux de participation de 63%. François Fillon a obtenu 24,38% des suffrages et Patrick Devedjian 8,92%. Ils sont donc éliminés de ce deuxième tour. Jean-Paul Delevoye, qui est donc en tête, s'est dit très honoré. Pour sa part, Michel Alliot-Marie évoque l'amitié et le compagnonnage de la tradition gaulliste. Je vous propose de les écouter tous deux. Je suis ravi que les militants m'aient placé en tête. J'assumerai donc leur choix, dès le second tour, de manifester avec eux notre volonté de nous retrouver, de dépasser les querelles de personnes et de faire en sorte qu'ainsi nous puissions aborder avec nos partenaires de l'opposition les prochaines échéances électorales avec de fortes perspectives de victoire. Je crois que ce soir, c'est une grande victoire pour le RPR qui a démontré qu'il savait relever le défi de la démocratie interne. Il est le premier grand mouvement politique européen qui ait relevé ce défi d'élire son président au suffrage universel des militants. Et je crois que la façon dont ce scrutin s'est déroulé a montré que nous savons le faire et j'espère que nous montrerons l'exemple à d'autres. À l'évidence, Roland Sicard, une difficile fin de semaine pour Jacques Chirac, pris sous le feu du RPR et du parti de Charles Pasqua. Oui, je crois qu'après une semaine où Lionel Jospin s'était trouvé embarrassé par l'affaire Corse, c'est au tour de Jacques Chirac d'être placé dans une situation
inconfortable. D'abord parce que la création du RPF le fragilise sur le plan des idées. Ce n'est pas un hasard si Charles Pasqua a choisi le sigle RPF, c'est celui qu'avait donné le général de Gaulle à son premier mouvement. Ce n'est pas non plus un hasard s'il a choisi la porte de Versailles pour son premier congrès, c'est là qu'il y a 23 ans il avait lancé avec Jacques Chirac le RPR. Avec de tels symboles, Charles Pasqua poursuit un objectif simple, se poser en seul véritable héritier du gaullisme et en candidat naturel pour la prochaine élection présidentielle. Et puis l'élection du président du RPR est un autre coup dur pour Jacques Chirac. Oui, parce que, avec ce qui s'est passé au RPR, c'est l'autorité du chef de l'État sur son propre camp qui est mise en cause. Ce n'est un secret pour personne. Dans la course à la présidence du RPR, l'Élysée avait choisi Jean-Paul Delevoye. Le score modeste du candidat semi-officiel, l'éventualité de son échec au second tour constitue un revers pour le président de la République. La preuve que les indications qu'il donne ne sont pas suivies. En tout cas, discuter dans son autorité et sur ses idées, Jacques Chirac va maintenant devoir faire ce qu'il a toujours bien maîtrisé, contre-attaquer. Merci Roland Sicard. Depuis le 15 novembre, la Semaine pour l'emploi des handicapés a recueilli 1900 offres d'emploi. Il reste donc une centaine d'offres d'emploi à collecter d'ici demain soir pour que l'ADAPT atteigne son objectif des 2000 emplois pour l'an 2000. À Florence, en Italie, le sommet des réformateurs qui accueillait les chefs de gouvernement socialistes européens face à l'américain Clinton ou le brésilien Cardoso, l'occasion pour ces dirigeants progressistes au moment de la mondialisation de plaider pour un accompagnement social, trouver la juste mesure entre le tout économique et l'égalité des chances. Lionel Jospin en a profité pour demander la suppression de la peine de mort. Laurent Boussier. Échanger leurs expériences pour trouver des pistes communes et faire évoluer la société du XXIe siècle. Ce sommet des réformistes organisé à Florence par l'Institut universitaire européen et l'Université de New York a donc réuni pendant 24 heures les principaux dirigeants socialistes européens, le président américain Bill Clinton et son homologue brésilien Cardoso. Un cadre grandiose, le Palais Vaccio de Florence et des thèmes de réflexion comme le nouveau centre, la troisième voie ou la nouvelle économie. Beaucoup de bonnes intentions affichées, tous ont mis l'accent sur l'importance de l'éducation et des nouvelles technologies, tous ont parlé de croissance et de réduction des inégalités, de respect des valeurs et de différences culturelles. Bill Clinton a souligné la puissance de l'économie américaine tout en reconnaissant les faiblesses de son pays en matière d'inégalité sociale. Le Premier ministre français a joué, lui, de sa singularité en parlant d'action des États et de nécessaire régulation de l'économie de marché. Lionel Jospin, qui a aussi souhaité, je cite, que dans toutes les démocraties disparaisse la peine de mort. Une phrase qui, sans le nommer, visait le président américain, le seul présent à cette réunion dont le pays applique encore le châtiment suprême. Beaucoup de paroles donc, mais aucune décision, ça n'était pas le but. Tous ces responsables n'étaient là que pour échanger des idées. Des dirigeants qui, à l'invitation du chancelier allemand Gerhard Schröder, devraient se retrouver l'année prochaine à Berlin pour partager une nouvelle fois leur expérience. La situation en Tchétchénie, les troupes russes encerclent la capitale et se situent désormais à quelques 2 km du centre de Grozny. L'offensive russe continue donc son avancée en intensifiant aujourd'hui encore ses bombardements. Richard Binet. Ce village tchétchène ne semble pas avoir opposé la moindre résistance. Sur leur chemin, les soldats russes n'ont rencontré que des civils, apeurés, privés d'électricité et de nourriture. Ces hommes font partie d'unités spécialisées dans le ratissage. Les habitants sont interrogés, chaque maison, chaque cave, systématiquement fouillée. Mais les rebelles se sont retirés sans livrer bataille, apparemment dans la précipitation, laissant derrière eux une partie de leurs armes. Depuis vendredi, l'armée fédérale avance inexorablement, ici près d'Ourous, l'un des derniers bastions tchétchènes. L'état-major ne veut laisser aucun répit aux indépendantistes. De jour comme de nuit, ils bombardent la ville sans se préoccuper des populations civiles qui constituent l'essentiel des victimes. Chaque heure, l'étau se resserre un peu plus. L'armée ne serait qu'à 2 km des faubourgs de Grozny. Le vice-premier ministre tchétchène s'est pourtant déclaré prêt à ouvrir des discussions sans écho. L'état-major russe veut mettre à profit ses dernières victoires, sûr qu'à l'approche de l'hiver, Grozny tombera comme un fruit mûr.
La Chine a lancé sa première navette spatiale non habitée. La navette a fait 14 fois le tour de la Terre, restant 21 heures dans l'espace. Baptisée Vaisseau de Dieu, elle a atterri cette nuit en Mongolie. La télévision officielle a diffusé ces quelques images du décollage et celles d'une simulation de l'atterrissage. Bilan toujours provisoire des victimes après le passage de l'ouragan Lenny sur les Antilles. 4 morts en Guadeloupe et 2 disparus à Saint-Martin qui se trouvaient en mer à bord de voiliers au large lors de l'arrivée de l'ouragan. De gros dégâts matériels, 400 sans-abri en Guadeloupe. Les liaisons téléphoniques entre Saint-Martin et Saint-Barth étaient toujours coupées hier soir. De nombreux foyers sont privés d'électricité. Le plan sec a été déclenché. De nombreuses routes sont coupées à cause des inondations et la distribution d'eau potable se fait difficilement. Cette semaine, le Conseil des ministres européens de la Santé a accueilli très favorablement un projet anti-tabac qui viserait à baisser la teneur maximale en goudron par cigarette. Pour l'instant, il ne s'agit que de bonnes intentions affichées. Reste que les fabricants de cigarettes qui subissent des attaques de plus en plus virulentes contre leur industrie en Europe ou aux États-Unis, ces fabricants se retournent maintenant vers les marchés du tiers-monde plus réceptifs. En Côte d'Ivoire, reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Meunier, Roger Motte. On travaille ici désormais 24 heures sur 24. L'usine de Boaké a produit l'an dernier 3,3 milliards de cigarettes. Son objectif cette année, plus de 4 milliards. En Côte d'Ivoire, comme en Afrique en général, le marché du tabac explose. Et la CITAB, la société ivoirienne des tabacs que contrôle le groupe Bolloré, peut se frotter les mains. Elle fabrique ici ses propres cigarettes et sous licence toutes les grandes marques. Dans le pays, la CITAB, c'est 94% de part de marché. Vu par les cigarettiers, le pays ressemble un peu à un Eldorado, un pouvoir d'achat supérieur aux autres pays de la région, une législation peu contraignante. Ici, la publicité peut s'afficher jusqu'aux portes des hôpitaux. La nocivité du tabac, un argument minimisé d'ailleurs par les industriels. En Europe et peut-être aussi aux États-Unis en particulier, la consommation par habitant est très importante. On note que ça se chiffre autour de 1600 cigarettes par an à 3000 cigarettes par an. Voilà un peu la fourchette qu'il y a au niveau de la consommation. Ici, on est à 300 cigarettes par an, donc on n'a pas du tout le même problème. Autant le dire, le gouvernement ivoirien n'a pas fait de la lutte contre le tabagisme sa priorité. Quant aux associations anti-tabac, leur manque de moyens est criant et leur relais dans le monde politique inexistant. Les hommes politiques ne peuvent pas tellement nous donner la main dans la mesure où ils sont tous avec le parti au pouvoir. Et comme vous le remarquez, on ne sait jamais, est-ce que les fumes de tabac sponsorisent certains maires et certains députés? Vraiment, il est difficile. Si un homme politique nous cautionne, ce serait vraiment de façon personnelle et très discrète. Dans les pays en voie de développement, l'argent apporté par l'industrie du tabac en publicité paraît bien un incontournable. Sa disparition menacerait le développement de la presse ou du sport, pour ne citer que 2 exemples. Quant aux caisses de l'État, elles en profitent aussi largement. Au niveau de notre société, par exemple, chaque année, nous reversons en contribution financière à l'État 40 milliards de francs CFA. C'est pas rien parce que c'est quand même près de 3%, disons, des recettes de l'État, et je dois dire que c'est une contribution qui va au-delà de ce qu'on peut créer comme je dirais, situation négative au niveau des fumeurs ou au niveau, disons, du cancer. Le tabac, créateur d'emplois, le tabac mécène. En Afrique, les industriels ne manquent pas d'arguments pour se construire un avenir beaucoup plus tranquille qu'en Europe ou en Amérique. Au chapitre sportif, du ski avec une nouvelle médaille pour la France à Copper Mountain aux États-Unis. La Française Christelle Seoni a remporté hier le slalom, première épreuve de cette discipline de la nouvelle saison de la Coupe du monde de ski alpin féminin. La jeune femme originaire de Nice est âgée de 26 ans. C'est son premier succès en Coupe du monde. Elle le partage avec une skieuse slovène puisqu'elles ont toutes les deux réalisé un temps total de 1 minute 31 secondes 92 centièmes. Régine Cavagno, une autre Française, avait déjà remporté, je vous le rappelle, le slalom géant hier. Rugby, comme prévu, Bernard Laporte a été nommé entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui en remplacement de Jean-Claude Scrella qui avait décidé de quitter ses fonctions après la victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde.
Cinéma, à quelques semaines des fêtes de Noël, l'arrivée du nouveau Walt Disney, Tarzan, le Seigneur de la Jungle, un film d'animation conçu, dessiné, animé en partie dans des studios Disney de Montreuil. Un Tarzan un peu français. Pascal Deschamps. Les studios Disney sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit dernier, 3,5 kg, prénom Tarzan, nom inconnu. On ne le dirait pas, mais ce délicieux bambin, né en 1912 sous la plume d'Edgar Rice Burroughs, est l'un des héros les plus célèbres de la littérature et du cinéma, mais n'avait jamais été traité en dessin animé. Le Tarzan de Disney, fidèle au livre original, a toutes les libertés des personnages animés. C'est un véritable enfant gorille qui se meut avec une agilité qu'aucun acteur ne pourrait atteindre. Tarzan a été créé à Paris par un animateur américain passionné d'anatomie. Il lui a fallu des milliers d'esquisses pour arriver à un homme-singe crédible, une affaire de détail. J'ai voulu qu'il attrape le lien avec le pied. Et cette soirée-là, je suis revenu chez moi et j'étais en train de masser le pied de ma femme sur le canapé. Et puis j'ai remarqué, Linda, t'as le pied de Tarzan, c'est incroyable. Et j'ai pris des photos de ses pieds et j'ai ramené ces photos au studio et on peut voir qu'elle peut attraper le crayon et on peut imaginer le lien entre les doigts de pied. Autre détail qui a son importance, les chansons. Elles sont signées Phil Collins qui a enregistré ses créations dans 5 langues pour le marché international. Démonstration. J'ai travaillé avec Eric Serra, le compositeur de Besson. Il m'a énormément aidé, il a été formidable. Il m'a fait répéter tu et non pas tout. Un nombre incalculable de fois. Un Walt Disney, c'est une alchimie. 4 ans de travail ont permis d'utiliser les dernières techniques de l'animation. Le résultat est un vrai régal. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo. Puis à 20h50, Sleepers avec Robert De Niro, un excellent film. Merci donc de votre attention. Bonne fin de soirée sur France 2.